tous. Merci d'être là ce soir au Salon Pizza. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Alexander Schnell, qui publie un livre dans nos éditions, les éditions du Compagnon d'Humanité, Deleuze phénoménologue. Et pour animer cette rencontre ce soir, on a Istvan Fazakas ainsi que Paul Slama. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tout le monde aussi de notre part. J'ai l'honneur d'ouvrir cette séance, cette table ronde de questions-réponses autour du nouveau livre d'Alexander Schnell sur donc Deleuze phénoménologue. Et on va commencer avec disons, quelques questions qui permettent aussi de découvrir la construction du livre, et ensuite on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc je commencerai avec une question sur la forme du livre. Donc c'est un livre qui a un commentaire de logique du sens, avec une introduction thématique et une conclusion disons, qui ouvre une perspective plus approfondie sur la relation entre Deleuze et d'autres phénoménologues contemporains. Mais tu as décidé de suivre finalement la construction de logique de sens, de suivre les séries, plutôt que faire un livre qui regrouperait les problèmes d'une manière thématique. Et je voulais t'interroger sur ce choix. Pourquoi cette façon d'écrire un livre de phénoménologie sur Deleuze? Alors, oui, merci beaucoup d'abord aux organisateurs, aux éditeurs de publier l'ouvrage et de nous accueillir ici. Merci au public d'être venu. Oui, alors, pourquoi c'est construit comme ça? Parce que, tout simplement, en découvrant l'ouvrage et en travaillant la littérature secondaire, je me suis d'abord rendu compte que le livre, difficile d'accès en lui-même, était certes commenté et expliqué déjà de différentes façons, mais c'était toujours d'une façon un peu indirecte, en travaillant le livrage sur certains concepts. Le commentaire était toujours ne suivait pas l'ouvrage et extrayait des thèmes, et ce qui faisait qu'en lisant le livre, on se retrouvait souvent devant des difficultés assez considérables de compréhension, et à chaque fois que ça devenait difficile, on avait l'impression que les commentaires esquivaient un petit peu la chose. Donc je trouvais que dans un premier temps, il fallait tenir compte de toutes les idées de ce livre, parce que ce qui est vraiment la première chose à souligner, c'est que c'est un livre à idées philosophiques, et ce n'est pas sous-divisé en chapitres, mais en séries. On va peut-être reparler de ce que c'est une série, mais donc il y a 34 séries, et dans chaque série, il y a au moins une, souvent plusieurs idées, vraiment remarquables, passionnantes, et par le fait que Deleuze ne définit souvent pas les choses, aborde les concepts qu'il introduit de façon performative et de façon latérale, on est obligé, en tant que lecteur, en tant que lectrice, de faire tout le travail de compréhension, et je voulais d'abord faciliter un petit peu ce chemin. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte assez vite que le livre croisait mes propres intérêts phénoménologiques. Je travaille par ailleurs sur l'idée qu'il y a en fait deux phénoménologies. Il y a la phénoménologie fondatrice des pères fondateurs, Husserl, Heidegger, Fink. Mais depuis les années 60, il y a une nouvelle phénoménologie qui s'est formée, dont le père était Derrida, et que Deleuze en faisait partie. Deleuze qui s'est toujours ouvertement positionné contre la phénoménologie, et qui par la suite a eu aussi des murs très durs. Dans Logique du sens, il se livre d'une part
à une confrontation directe avec certaines thèses de Husserl, à Heidegger de façon plus sous-jacente, mais Husserl est directement affronté. Et il développe lui-même, il le dit explicitement, il dit, sous forme d'une question rhétorique, il dit ce que je fais ici, la logique du sens, c'est en fait une phénoménologie en tant que science rigoureuse des effets de surface. Donc le célèbre texte de Husserl de 1911, je crois, la phénoménologie comme science rigoureuse, il reprend ce terme, mais en introduisant ce nouveau terme, une phénoménologie comme science rigoureuse de phénomènes de surface, des effets de surface, pardon. Donc évidemment, il faut clarifier ça. Et donc du coup, le livre, d'une part, suit effectivement de série à série, chronologiquement et dans l'ordre, le chemin de Deleuze, et en même temps, ce livre est traversé par la thèse que j'essaie de justifier, effectivement dans l'introduction et ensuite dans la conclusion d'une autre façon, que Deleuze est un des acteurs de cette nouvelle phénoménologie. Et donc, il s'agit bien sûr d'expliquer en quoi elle consiste et dans quelle mesure Deleuze est un acteur qui participe activement. Alors, désolé, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, j'aimerais rentrer à partir de ce que tu viens de dire dans l'une des problématiques fondamentales de ton livre, ou en tout cas qui est derrière le rapport de Deleuze à la phénoménologie. Donc je vais lire un passage de Logique du sens, page 90. Quelle série ? Comment ? C'est dans quelle série ? Page 90, je sais pas la série. Oui. Je sais pas, mais c'est dans le cadre d'une explication avec Freud notamment. Le sens n'est jamais principe ou origine, il est produit. Il n'est pas à découvrir, à restaurer ni à réemployer. Il est à produire par de nouvelles machineries. Il n'appartient à aucune hauteur, il n'est dans aucune profondeur, mais est fait de surface, inséparable de la surface comme de sa dimension propre. Ce n'est pas que le sens manque de profondeur ou de hauteur, c'est plutôt la hauteur et la profondeur qui manquent de surface, qui manquent de sens, ou qui n'en ont que par un effet qui suppose le sens. Nous ne cherchons pas en Freud un explorateur de la profondeur humaine et du sens originaire, mais le prodigieux découvreur de la machinerie de l'inconscient, par lequel le sens est produit, toujours produit en fonction du non-sens. Fin de citation. Et donc, une question qui surgit, que j'ai eu constamment à te lire, et en même temps en me confrontant au texte de Deleuze, c'est que pour ma part, il me semble que la phénoménologie est de l'ordre de la profondeur. Elle est de l'ordre de la profondeur au sens où l'objet tel qu'il se donne n'est pas une surface, il n'est pas qu'une surface. Il est tout ce qui n'est pas visible, mais qui se trouve alors dans une présence intentionnelle, mais stratifiée. Et il me semble que le projet phénoménologique, c'est de décrire le réel en fonction de couches de profondeur, depuis ce qui advient à notre corps de façon totalement, alors synthétique, mais de façon totalement passive, jusqu'à des strates cognitives complexes, donc le plan des jugements jusqu'au plan ultime qui est le plan des évidences. Et donc, d'un côté, le programme phénoménologique, et je pense que c'est celui dans lequel tu t'inscris toi, dans ton livre programmatique aussi, Le clignotement de l'être, qui est un livre plein de strates, précisément de strates, de profondeur, d'enfouissement. Comment tu concilies ça avec cette volonté de mettre en surface les phénomènes chez Deleuze, sachant que c'est plus compliqué que ça, parce que le noème, il y a toutes les descriptions du noème, mais ça on pourra en revenir après. Mais voilà. Oui, merci. Alors, pour commencer, après on peut creuser plus, mais pour commencer, je dirais deux choses. Premièrement, il y a profondeur et profondeur.
La notion de profondeur chez Merleau-Ponty, c'est complètement autre chose que ce que tu viens de dire, par exemple. Ce que Deleuze entend d'abord ici par profondeur, c'est ce qui relève de la matérialité, ce qui relève de la choséité. Et il oppose cela à la dimension du sens, qui est par ailleurs aussi distinguée de l'ordre du langage. Et ça veut dire, j'ai lu récemment un commentateur espagnol de Deleuze, j'ai oublié son nom, qui disait une chose assez belle. Il disait que le sens, c'est la blessure, c'est la plaie entre les choses et les mots. Et donc la première approche ici, c'est de dire il y a un ordre constitutif du sens qui est pas au niveau des choses, qui n'est pas au niveau du langage, mais qui est à l'intersection, à la crête de la rencontre des deux. Et ça s'oppose de ce point de vue-là, de l'idée de profondeur rapportée à la chose ou à la matière. Et oui, et la deuxième chose, je l'ai déjà un peu indiqué dans ce que je viens de dire, ça concerne précisément le statut du sens. Le statut du sens a rapproché de ce que Richir appelle le phénoménologique, c'est-à-dire donc proprement ce qui relève de la phénoménologie, mais le phénoménologique pour Richir, c'est précisément pas ce qui apparaît, c'est précisément pas ce qui relève des choses apparaissantes. Et ce qu'il faut encore ajouter à cela, c'est que, et on en a déjà parlé aussi, c'est que quand on parle de phénoménologie, la première chose qu'on veut, c'est les phénomènes. Et on peut se demander où est-ce qu'il y a des phénomènes dans cette logique du sens et des effets de surface chez Deleuze. Et la réponse, c'est que cette nouvelle phénoménologie, elle ne s'intéresse pas d'abord comme, bien sûr, Husserl et Heidegger, mais surtout ensuite les premiers phénoménologues français, Sartre, Merleau-Ponty notamment, qui ont exploré des champs phénoménaux particuliers, qui ont vraiment misé tout sur la description des phénomènes. Eh bien, cette nouvelle phénoménologie, elle plonge plutôt dans la phénoménalité, dans la question de ce que c'est que apparaître, de ce qui fait qu'un phénomène est un phénomène, et c'est à un autre niveau que la description d'un phénomène précis. Un petit peu comme les sciences particulières parlent des temps en particulier, et la philosophie parle de l'être en tant qu'être. Et de la même manière, la nouvelle phénoménologie, elle ne parle pas de tel ou tel phénomène, mais elle parle du phénomène en tant que phénomène. Et là, effectivement, ce que, ça on va sûrement maintenant l'approfondir, mais ce que Deleuze dit à propos du sens, de l'événement ou du fantasme, ça relève précisément aussi de ce niveau de la phénoménalité en tant que phénoménalité. Et c'est pour ça que, une des raisons, il y en a d'autres, c'est pour ça que pour moi, Deleuze peut être lu dans une même direction que Derrida, que Richir, même que, d'une certaine façon aussi, Michel Henry. Pour reprendre avec cette question sur la phénoménalité, éventuellement une phénoménologie de l'inapparent à partir du sens, mais disons encore d'une manière plutôt vue d'ensemble, tu pointes aussi dans l'introduction et aussi à plusieurs endroits une affinité entre cette démarche de Deleuze de partir de l'événement pour penser le sens et tout ce qu'on a pu faire en phénoménologie sur la phénoménalisation comme événement, donc au lieu de
parler de phénoménalisation avec le paradigme de l'événementialité. Et il y a bien sûr aussi le livre de Laszlo Tengelyi et Hans-Dieter Gondek de 2011 sur la nouvelle phénoménologie en France, où Tengelyi et Gondek définissent le phénomène comme événement de sens. Et donc la question serait de savoir quelle est ta position là-dessus. Est-ce que ces échos sont que des échos? Est-ce qu'il y a quelque chose comme un fond systématique commun de la phénoménologie de l'événement et de la phénoménalisation comprise comme événement de sens et le projet de Deleuze? À un moment donné, il va même dire que le Noëm c'est un événement, ça aurait plu à Tengelyi probablement. Sinon, est-ce qu'il y a des différences? Enfin, quels seraient les grands points de démarcation? Oui, merci. Bon, avec cette question, on sort de ce qui est thématiquement abordé dans le livre. Ça apporte une sorte de dimension supplémentaire et ouais, c'est peut-être une lacune. Il aurait fallu peut-être il aurait fallu s'y pencher davantage. Dès le début de Logique du sens, dès la deuxième série, Deleuze introduit la notion d'événement. Il dit effectivement, en dehors des choses et des tas de choses, il y a les événements et les attributs. Donc sur le plan du langage. Et cette notion d'événement, elle n'est pas définie. Il faut qu'on se l'approprie au fur et à mesure. Mais elle fait évidemment écho à Heidegger d'abord. Parce que le premier quand même qui parle de Ereignis, traduit en français par événement, c'est Heidegger. Et pour Heidegger, l'événement, ce n'est pas un phénomène particulier parmi d'autres, mais c'est un singulare tantum, c'est un singulier, quelque chose d'unique, un singulier absolu, et c'est ce qui est, d'une certaine façon, à la source du rapport entre le Dasein et l'être. Ensuite, il y a la notion d'événement dans la phénoménologie française, à peu près, un peu plus tardivement que pour Deleuze d'ailleurs, chez Marion, d'abord chez Mallinet, ensuite Marion, plus tard Claude Romano. Et ce qui est central dans cette notion d'événement-là, c'est l'idée que la phénoménologie classique, aux yeux de ces phénomènes-là, pêche par le fait que elle ne tient pas, elle n'est pas en mesure, par tout son appareillage intentionnel, elle n'est pas en mesure de rendre compte de ce qui est inanticipable, c'est-à-dire d'une nouveauté inattendue, inespérée ou non anticipable, la surprise d'une certaine façon, comme dirait Nathalie Leprat. Et la notion de Sinneereignis, événement de sens chez Tengelyi, c'est une sorte de synthèse entre l'événement, entre ces différents sens, à y ajouter encore le phénomène en tant que rien que phénomène chez Richer. C'est une sorte de synthèse de tout ça. Bon, et la question maintenant, c'est de savoir comment la notion d'événement de Deleuze se positionne vis-à-vis de ces différentes compréhensions possibles, ces différentes acceptions du phénomène. Et on peut déjà dire que l'événement, il est un singular tantum. Certes, il y a toutes sortes d'événements, mais qui sont écrits avec un E minuscule, mais il y a surtout l'événement avec un E et majuscule. Et ça, il est unique. Il est, comme je disais déjà, il est à la lisière, à la crête entre
ce qui relève du corporel, du matériel, et ce qui relève du langagier et de la pensée. Et c'est, je pense qu'une autre référence importante, c'est la notion de vécu chez Husserl. C'est une dimension qui est intermédiaire entre le sujet et l'objet, mais pas avec l'épaisseur du vécu chez Husserl. C'est pour ça que cette idée de phénomène de surface ou d'effet de surface, ça veut dire que ce n'est pas chargé comme le vécu husserlien qu'on pourrait tout de suite mettre du côté d'une certaine forme de psychologie. Mais c'est dépourvu de cette épaisseur-là ou de cette densité. Et c'est assez énigmatique aussi. Il n'y a pas de définition de cela directe. Et bon, alors pourquoi il n'y a pas de définition du terme central, sens ou événement, dans la logique du sens, pour peut-être immédiatement enchaîner avec cela. Et ça tient, pour revenir à ta question initiale, ça tient aussi, ou disons plutôt, ça explique le choix de l'architectonique de l'ouvrage, ça explique le choix pourquoi il n'est pas question de chapitre, qu'est-ce qu'un chapitre ? Un chapitre est une sorte de partie close, qui, pour des raisons internes, se délimite par rapport à d'autres chapitres qui ont d'autres choix thématiques. Une série, c'est pas ça. Une série, c'est une sorte de préfiguration du rhizome. Une série, c'est quelque chose qui a toujours déjà commencé et qui ne s'arrête pas. Une série, c'est quelque chose qui fait que ce qui est traité dans une série a besoin comme complément ce qu'il y a dans d'autres séries. C'est de toute évidence, évidemment, en rapport à la notion de structure, dans le structuralisme. C'est un élément constitutif d'une structure qui n'a pas de centre, qui n'a pas de sujet. Et quand on cherche, par exemple, dans la série qui traite du sens, pour comprendre ce qu'est un sens, que fait Deleuze, il parle des paradoxes, de certains paradoxes fondamentaux du sens, mais il ne dit pas ce que c'est que le sens. Pour ça, il faut regarder ailleurs, et on trouve des éléments. Et ça explique un petit peu le statut du sens et de l'événement. C'est un phénomène de surface. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas des couches constitutives allant de plus en plus en profondeur, mais ça renvoie plutôt horizontalement à d'autres régions de la surface. Et si tu me dis, oui, mais justement, la phénoménologie, c'est ce qui creuse les couches de la profondeur, et ça n'a rien à voir avec cette structure-là, je répondrais que dans ce projet de la clarification de la deuxième phénoménologie, comme je l'appelle, ce qui pour moi est au centre de cette deuxième phénoménologie, c'est l'idée de la pré-phénoménalité. Et la pré-phénoménalité, telle que je la comprends maintenant, c'est justement pas une couche en dessous de la couche de la phénoménalité. Mais la pré-phénoménalité, c'est aussi une sorte de structure superficielle, ou en tout cas une structure à même la phénoménalité. Et c'est pour ça que je retrouve dans Deleuze ces idées-là de la nouvelle phénoménologie, et c'est sûr que appeler Deleuze phénoménologue, c'est provocateur et c'est compliqué, parce qu'on va d'abord associer ça à la phénoménologie classique. Mais la thèse qui est formulée dès le départ, c'est de dire, attention, nous avons ici affaire à un phénoménologue qui ne fait pas partie de la première phénoménologie, mais justement de la deuxième.
Alors, non, mais je suis. Enfin, c'était pas critique, c'est justement pour engager le débat. Je pense que sur la question d'événements, sans doute Heidegger est-il important. Je ne sais pas quelle connaissance Deleuze avait des développements de Heidegger sur l'événement qui sont très, très compliqués. En revanche, Deleuze avait une connaissance parfaite des débats des historiens que Foucault avait mis en valeur, disons, philosophiquement sur le statut de l'événement en histoire. Et c'était un débat très intense, puisque on sait bien que l'école des annales refusait cette type d'événement au nom des séries, justement. Et donc les annales disaient on ne veut pas d'événement en histoire, il n'y a pas d'événement, parce qu'en fait ce que vous pensez être un événement historique, c'est une série qui se passe dans un port de telle ville, qui va déterminer beaucoup plus le développement par exemple du capitalisme européen, que quelque chose qu'on va considérer comme un événement où il se passe quelque chose, c'est-à-dire qui va être considéré comme un événement au sens le plus ordinaire du terme, c'est-à-dire qui va déployer une causalité très visible, quoi. Et toute l'école des annales dit il ne faut pas regarder l'événement, il faut regarder la série. Et Foucault, eh bien, lui, il a fait le geste qui, à mon avis, est décisif pour Deleuze, et c'est lui qui fait, pour la première fois, disons, dans la non, il ne faut jamais dire ça, je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais il le fait de façon décisive, c'est lui qui va faire rejoindre la série et l'événement. Alors, dans l'ordre du discours, c'est le discours inaugural de Foucault, en 70, mais bon, évidemment, ça repose sur tous les travaux dont Deleuze a parfaitement connaissance, et principalement les mots, les choses. Je cite, c'est Marie Bardet qui cite ce texte dans son article sur Logique du sens. Bien sûr, l'histoire depuis longtemps ne cherche plus à comprendre les événements par un jeu de causes et d'effets dans l'unité informe d'un grand devenir, vaguement homogène ou durement hiérarchisé. Mais ce n'est pas pour retrouver des structures antérieures, étrangères, hostiles à l'événement. Ça, c'est une thématique fondamentale pour Deleuze. C'est pour établir les séries diverses, entrecroisées, divergentes, souvent, mais non autonomes, qui permettent de circonscrire le lieu de l'événement, les marges de son aléa, les conditions de son apparition. Et les notions fondamentales, dit Foucault, qui s'imposent maintenant, ne sont pas celles de la conscience et de la continuité, ne sont pas celles du signe et de la structure, sont celles de l'événement et de la série. Régularité, aléa, discontinuité, dépendance, transformation. Voilà, donc je pense que ça, c'est une thématique absolument fondamentale pour Deleuze. Et Deleuze va faire l'histoire de la signification. Mais c'est une histoire qui n'est pas une histoire, disons, antiquaire, c'est pas une histoire archéologique, mais c'est une histoire, disons, des effets de surface, mais qui se jouent tout au long de l'histoire de la métaphysique. Alors, en même temps, et là on retrouve tout le sens de ton livre, à mon avis, Deleuze voit de l'événement dans la phénoménologie. Et c'est ça qui est très fascinant, parce que il y a des cas où il dit Husserl a complètement manqué l'événement. Il y a le grand débat, peut-être qu'on y reviendra après, mais il y a le grand débat qu'il organise qui est très impressionnant avec Leibniz, donc il met aux prises la monade leibnizienne avec la monade ratée des méditations cartésiennes. Enfin ratée, mais disons trop égologique, justement. Lui veut se débarrasser de toute dimension personnelle, de tout ce qui est personnalité, tout ce qui est subjectivité. Et en même temps, au début de Logique du sens, c'est très impressionnant, il y a ce développement sur le noème. Alors je lis le texte juste après. Voilà, je lis le texte, c'est page 32 de Logique du sens. Lorsque Husserl s'interroge par exemple sur le noème perceptif ou sens de perception, il le distingue à la fois de l'objet physique, du vécu psychologique, des représentations mentales et des concepts logiques. Donc le noème perceptif, c'est quand on perçoit quelque chose, c'est disons le référent des référents, quoi. C'est vraiment ce qui est de l'autre côté de l'intentionnalité. Mais c'est pas un objet physique, c'est pas la réalité extérieure, c'est dans l'intentionnalité. Il le présente comme un impassible, un incorporel, donc là il utilise le vocabulaire du stoïcisme, qui est très présent dans ton livre et dans Logique du sens, sans existence physique ni mentale, qui n'agit ni ne pâtit, pur résultat, pure apparence. L'arbre réel, le désigné peut brûler, être sujet et objet d'action, entrer dans des mélanges, non pas le noème d'arbre. Il y a beaucoup de noèmes ou de sens pour un même désigné. Étoile du soir et étoile du matin sont deux noèmes, c'est-à-dire deux manières dont un même désigné se présente dans des expressions. Mais ainsi, quand Husserl dit que le noème est le perçu tel qu'il apparaît dans une présentation, le perçu comme tel ou l'apparence,
Nous ne devons pas comprendre qu'il s'agit d'un donné sensible ou d'une qualité, mais au contraire d'une unité idéale, objective, comme corrélat intentionnel de l'acte de perception. Un noème quelconque n'est pas donné dans une perception, ni dans un souvenir ou dans une image. Il a un tout autre statut qui consiste à ne pas exister hors de la proposition qu'il exprime. Proposition perceptive, imaginative, de souvenir et de représentation. Et là, c'est très impressionnant. Du vert comme couleur sensible ou qualité, nous distinguons le verdoyer comme couleur noématique ou attribut. Donc il va utiliser le verbe stoïcien, le verdoyer, précisément, pour décrire le noème. L'arbre arbrifie, son sens global. Le noème est-il autre chose qu'un événement pur, l'événement d'arbre? Et donc c'est la façon pour Deleuze de rendre raison de la réalité de ce que nous percevons dans ce que Husserl appelle l'intentionnalité, c'est-à-dire de rendre raison de la réalité dans le rapport intentionnel au monde. Qu'est-ce que nous percevons d'absolument réel dans le monde? Pour Husserl, c'est pas du tout l'unité corporelle, etc. Il y a du général dans ce que nous percevons, et le noème, c'est un général, mais qui n'est pas un concept, quoi. Et donc, sa solution, c'est de dire c'est un événement. C'est un événement. Et ça va donc dans le sens de faire de Deleuze, en tout cas, sinon un crypto-phénoménologue, en tout cas un auteur qui avait une grande sympathie pour la phénoménologie de ce point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, avec une nuance, mais qui est importante. Le noème, pour Husserl, et tel que Deleuze l'entend et le saisit, ce n'est pas ce qui est absolument transcendant. Justement pas. Oui, non. Le noème, non, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit, c'est ce qui est le référent du référent. C'est ce qu'il vient de dire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est le référent du référent. Okay. Mais c'est pas transcendant, c'est dans l'acte intentionnel, ça, bien sûr. Okay. Bien sûr. Oui, tout à fait d'accord. Je vois aussi, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, et il y a encore, j'imagine, toi aussi beaucoup de questions, j'ai aussi quelques-unes en tête. Mais je reprendrai à partir de ce que tu viens aussi d'évoquer, Paul, et ce qui était déjà évoqué à plusieurs reprises, sur le geste de Deleuze de désubjectiviser ou désubjectiver le transcendantal. Et on pourrait dire, voilà, si on abordait le problème de la phénoménologie jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le statut du phénomène ou de la phénoménalisation, là on pourrait passer au volet qu'est-ce que le transcendantal. Parce que justement c'est quelque chose, et tu le rappelles aussi, c'est quelque chose qui est directement, explicitement assumé par Deleuze. Logique du sens, c'est un projet de philosophie transcendantale, mais ça va être un transcendantal sans sujet, qui par ailleurs rejoint aussi des intérêts phénoménologiques qui viennent de plusieurs directions, que tu mets aussi en avant dans le livre. Et voilà, je voulais t'interroger sur le statut de ce transcendantal sans sujet. Comment on peut se débarrasser de la subjectivité, en sachant que le moi va revenir avec le fantasme que j'aimerais aussi aborder si on n'a pas le temps. Alors, d'une part, une des références à l'arrière-plan, c'est le structuralisme. Et il y a ce fameux débat entre Lévi-Strauss et Ricoeur, où Ricoeur dit à Lévi-Strauss, mais en fait, votre structuralisme, c'est une forme de transcendantalisme. Et Lévi-Strauss dit, oui, mais un transcendantalisme sans sujet, sans centre. Et ce qui veut dire sans sujet. Et oui, et d'une certaine façon, bien sûr, chez Deleuze, dans les élaborations de Deleuze, il y a une sorte d'écho à cela. Mais par rapport au transcendantal, il y a un point qui me semble vraiment crucial, central, et qui fait de Deleuze vraiment un moment très important dans l'histoire de la philosophie transcendantale. C'est que Deleuze, et c'est en cela que consiste aussi sa critique majeure de la phénoménologie husserlienne. Deleuze dit, si le transcendantal et si la phénoménologie transcendantale veut être efficace, c'est-à-dire
ne fait pas que du bavardage, mais nous explique vraiment comment se constituent les phénomènes. Il est impératif que dans le rapport de constitution transcendantale, il y ait une hétérogénéité entre le constituant et le constitué. Ça, c'est la grande idée de Deleuze. Parce que s'il n'y a pas hétérogénéité, c'est-à-dire hétérogénéité qualitative, si le constituant n'est pas autre chose que le constitué, nous nous trouvons dans la situation que le réel se retrouve redoublé dans une sorte de niveau constitutif, mais comme c'est homogène, ce n'est qu'un redoublement stérile. Et le mot stérile, il l'utilise à bon escient. Donc pour que la constitution transcendantale puisse avoir une efficience et un sens, il faut que ce qui est constituant ne soit pas du même registre, du même ordre que le constitué, parce que sinon, on n'a qu'un redoublement stérile, et c'est précisément le reproche qu'il fait à Husserl, et qu'il fait à Kant aussi. Bon. Alors, prochain pas, s'il en est ainsi, et si Deleuze prétend d'une certaine façon suffire à ce prétexte, à cette exigence, comment ça se présente dans la logique du sens? Quelle est cette hétérogénéité? Et là, on peut revenir à la structure de l'ouvrage. À partir de la 16e série jusqu'à la fin de la 26e, Deleuze développe ce qu'il appelle la genèse statique. Tandis que de la 27e jusqu'à la 34e, il développe la genèse dynamique. Genèse de quoi? Genèse, la véritable genèse, dit-il aussi à un autre endroit, qui rend compte du fait que ce qui est constitué transcendamentalement l'est eu égard aussi à sa dimension ontologique. C'est-à-dire, il en va de l'ontogenèse aussi. Cette genèse, elle est aussi ontogenèse. Bon, alors, quelle est la différence entre cette genèse statique et la genèse dynamique? Donc, deuxième et troisième partie, c'est précisément de livrer les deux aspects de cette hétérogénéité qu'il revendique. Et ça se présente de façon très simple. La véritable genèse est celle qui, d'une part, explique comment la corporéité est constituée par le sens. Ça, c'est la genèse statique. Et la genèse dynamique, qui est en fait la genèse de la genèse statique, qui dynamise la staticité de la première genèse. C'est pour ça la genèse dynamique. C'est l'inverse. C'est expliquer comment c'est le sens qui est constitué par la corporité. Et le sens et le corps étant justement radicalement hétérogènes. Ça, c'est vraiment le grand mouvement de logique du sens. Dans une première partie, les 15 premières séries traitent dans une perspective plutôt structuraliste du statut du langage. Donc d'abord, ça introduit les grands termes, événements, etc. Puis le rôle du langage. Entre parenthèses, pas en passant parce que c'est crucial, la pensée de Deleuze est une pensée qui reste immanente au langage. Il n'y a pas de hors-langage pour Deleuze. Et si dans la conclusion, je procède à une confrontation, notamment entre Deleuze et Richir, où je dégage vraiment un grand nombre de similitudes absolument surprenantes entre les deux, il faudrait rajouter, oui, mais il y a aussi un point où ils sont radicalement distincts, où ils se distinguent, c'est le fait que, en tout cas pour le projet de logique du sens, c'est que Richir s'intéresse au hors-langage, et même tout particulièrement au hors-langage, lui, pas dans une opposition à Deleuze, parce qu'il ne le connaissait absolument pas, mais c'est plutôt par rapport à sa compréhension qu'il avait de la sens, parce qu'il n'était pas là.
Donc ça pour la première partie. La deuxième partie ensuite, c'est, si on veut, la partie transcendantale, qui explique donc la genèse du corps à partir du sens. Et c'est là qu'il approfondit notamment sa critique la plus radicale de la phénoménologie. Et enfin, troisième partie, donc, genèse dynamique, qui explique la genèse du sens dans la corporité, et ça c'est la partie psychanalytique. Dans cette partie-là, Deleuze se réfère à Freud, mais surtout à Mélanie Klein et à sa critique de Freud, pour montrer comment, à partir des deux pulsions fondamentales du moi et le ça, dans la petite enfance, nous pouvons retracer la genèse du psychisme, la genèse du langage, la genèse de la pensée, et tout ça à partir de cette corporité première qu'il appelle donc, qui est la pulsionalité. Et là, je ferai deux remarques, ou trois remarques. Premièrement, dire qu'il y a hétérogénéité dans la constitution, et ça veut dire entre le corps et le sens, ça pose évidemment la question quel est ce corps dont parle Deleuze. Et dans la deuxième partie, donc dans la genèse statique, ce qu'il appelle corps, c'est plus ou moins la conception spontanée que nous avons du corps. C'est notre Leib, c'est notre corps vivant. Et il cherche à montrer comment ça s'est constitué dans le constituant qu'est le sens. Mais s'il dit ensuite dans la genèse dynamique, on fait l'inverse, mais à partir c'est sur la base de cette deuxième partie, ça veut dire que la corporéité dont il est question dans la troisième partie, c'est déjà celle qui est constituée par le sens. C'est-à-dire, ce n'est plus une corporité corporelle pure, mais c'est une corporité qui est déjà affectée, pour ainsi dire, complètement contaminée par le sens. Et ça se traduit par différentes choses. Premièrement, il est justement question des pulsions de mort et des pulsions de la pulsion sexuelle. C'est une façon un peu particulière de parler du corps, de réduire ce qui constitue fondamentalement le corps à la pulsionalité. C'est pas très, très physique comme corporité, je veux dire. Donc, donc premièrement ça. Deuxièmement, cette idée que c'est déjà affecté par le sens. Et troisièmement, ce qui est central pour cette notion de corporité telle qu'elle est envisagée dans la genèse dynamique, c'est le fantasme. Le fantasme qui est le point culminant, le point d'aboutissement de la logique du sens, pour autant qu'elle thématise le sens, l'événement, et après il y a d'autres termes qu'il utilise pour ça, et le fantasme c'est la plus haute expression de ça. Et le fantasme encore est quand même une drôle de compréhension de la corporité. Ça relève de la fantasia, du fantasmé. On est beaucoup plus, disons, dans une sorte de psychisme que d'une corporité pure. Et dernier indice qui sort de logique du sens, c'est que peu de temps après, dans Anti-Oedipe, le corps qui est thématisé et c'est la confirmation, pour ainsi dire, c'est un corps sans organes. C'est-à-dire, c'est un corps pas corporel, c'est déjà un corps, pas spiritualisé, mais une acception du corps qui... Bon. Et Deleuze cite Spinoza, cette fameuse phrase « Que peut le corps ?» et je pense que la façon dont il faut le lire, qui est hautement provocatrice et qui va peut-être choquer plus d'un, c'est que on ne peut pas dire beaucoup de choses du corps. Le corps, c'est pas le corps qui pense. Et Deleuze est du côté de la pensée. Et ce qui, s'il introduit la corporité, beaucoup, c'est à chaque fois pour d'une certaine façon en extraire ce qui touche déjà à autre chose que le corps.
Oui. J'aimerais revenir sur cette idée du transcendantal qui est donc très important dans ton livre et dans ton propre travail. Et d'ailleurs, ça te donnera peut-être l'occasion de nous dire comment tu en es venu à Deleuze et comment Deleuze, l'interprétation de Deleuze prolonge ta propre compréhension du transcendantal et comment ça s'intègre dans ton travail. Parce que ça, c'est personnellement, je pense qu'il y a tout cet enjeu de construction, tout cet enjeu du faire au cœur de la phénoménalité qui, à mon avis, est très important dans ton travail, même si tu ne l'exprimes pas forcément dans ces termes, et que à mon avis, que tu retrouves chez Deleuze. Mais je ne veux pas parler pour toi. Deleuze, effectivement, ne veut pas d'un sujet transcendantal. Il n'y a pas de synthèse d'unification de conscience en forme du jeu ni point de vue du moi, dit-il. Ça, c'est page 120, autour de la page 120. Ce qui n'est ni individuel ni personnel, au contraire, ce sont les émissions de singularité, en tant qu'elles se font sur une surface inconsciente. Donc il oppose à la conscience husserlienne une surface inconsciente, et qu'elles jouissent d'un principe mobile, immanent, d'auto-unification par distribution nomade, qui se distingue radicalement des distributions fixes et sédentaires comme condition des synthèses de conscience. Les singularités sont les vrais événements transcendantaux. Donc c'est par la singularité qu'il advient à événementialiser le transcendantal, ce que Ferlinghetti appelle la quatrième personne du singulier. Loin que les singularités soient individuelles ou personnelles, elles président à la genèse des individus et des personnes. Elles se répartissent dans un potentiel qui ne comporte pas par lui-même ni moi ni je, mais qui les produit en s'actualisant, en s'effectuant, les figures de cette actualisation ne ressemblant pas du tout au potentiel effectué. On là retrouve la dissymétrie entre conditionnant et conditionné, qui est en effet absolument fondamentale, et c'est seulement une théorie des points singuliers qui se trouve apte à dépasser la synthèse de la personne et l'analyse de l'individu telles qu'elles sont ou se font dans la conscience. Alors, Deleuze donne un exemple de ça, qui est très marquant et remarquable, c'est la pensée des mondes possibles de Leibniz. Et il donne là un exemple, mais il y en a d'autres, mais un exemple de ce que serait un champ transcendantal non unifié dans une conscience, non déterminé par une conscience, mais pris dans l'événement de la fabrication du sens, pour ainsi dire. Donc cet exemple, c'est Leibniz, donc qui est déjà très important pour Deleuze. Il dit, par exemple, le monde exprimé chez Leibniz n'existe certes que dans les individus et comme prédicat, mais il subsiste d'une toute autre façon comme événement ou verbe. Là encore, il va stoïciser Leibniz, dans les singularités qui président à la constitution des individus. Non plus Adam pécheur, donc la singularité Adam qui commet le péché, mais le monde où Adam a péché. Le monde où Adam a péché. Et il souligne qu'il est arbitraire de privilégier l'inhérence des prédicats dans la philosophie de Leibniz. Ce qui est en jeu ici, la logique du sens, la logique de l'événement, dit Deleuze, c'est la distribution des pures singularités. C'est la distribution de ces pures singularités, les agglomérats, les différences. Et chez Leibniz, l'individu constitué comme centre d'enveloppement, comme enveloppant les singularités dans un monde et sur son corps. Et donc l'événementialité, ça va être les mondes compossibles et les mondes incompossibles, et ça va être toute la thématique du signe ambigu chez Deleuze. Toute la thématique du signe ambigu, parce que tel individu, dans un autre monde, fera autre chose. Il fera autre chose. Donc il y a c'est par cette ambiguïté des signes, cette façon dont il renvoie à d'autres mondes possibles, et dont un même signe
peut d'une certaine manière faire sens dans ce monde-là et avoir un autre sens dans un autre monde, c'est dans cette, en quelque sorte, cette genèse de la signification, dans ce rapport entre les différents mondes, qu'il y aura une constitution de la signification, en fait. Voilà. Et donc là, on a un exemple dans le fait que ce monde est adossé à des mondes compossibles, donc les mondes que Dieu n'a pas choisis, mais qu'il aurait pu choisir, mais qu'il n'a pas choisi selon le principe de raison, il a choisi ce monde-là, eh bien, c'est un exemple d'un champ de potentialité transcendantale, d'une certaine manière. Et donc le transcendantal, si je comprends bien Deleuze, c'est un champ de potentialité, quoi. C'est un champ de potentialité où les singularités s'individualisent, mais parfois se désindividualisent, quoi. Et donc là, il y a un individu, mais peut-être que demain, il y a un effondrement psychique qui va arriver et vous serez plus un individu, quoi. Et donc l'individualité n'est pas, c'est pas la substantialité, l'individualité n'est pas du tout l'origine transcendantale du sens. C'est des singularités qui s'agglomèrent, qui se détachent. Voilà, je ne sais pas ce que tu ferais de ça. Bon, il y a beaucoup de choses là, dans ce que tu viens de dire. Je voudrais, avant de répondre, juste apporter encore un complément par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur comment Deleuze thématise le corps. Il y a 2 séries qui sont, à mon avis, essentielles pour comprendre la charge et l'importance du corps pour Deleuze. C'est la série, d'une part la série qui traite, qui introduit la critique, la lecture d'Artaud, d'Antonin Artaud, et ces échanges avec comment il s'appelle déjà, ce fameux son éditeur, bon, où Deleuze aborde justement le lien entre la profondeur et la folie, la corporéité et la folie, et tout ce que ça, la conception artalienne de la poésie. Il faut que ça pue, il faut que ça soit... et justement, il s'oppose directement à Lewis Carroll, qui a aux yeux d'Artaud ce qui fait de la poésie bourgeoise, qui est une poésie où tout est lisse et qui ne se confronte pas aux abîmes de l'existence. Et la corporité représente ce côté noir de l'effroi de l'existence. Ça, c'est une chose. Et l'autre passage, ou l'autre série extrêmement importante pour penser la corporité, c'est quand il parle de Francis Scott Fitzgerald et de ce petit texte qui parle de la fêlure. La fêlure en fait, qui s'étendra jusqu'à la fin de Logique du sens, mais qui est thématisé dans le rapport amoureux. Il rapporte ce petit récit de Fitzgerald qui dit un jeune couple qui s'est rencontré, tout se passe bien, et un matin on se réveille et c'est comme après un combat de boxe, on est complètement abattu et complètement cassé physiquement, et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc comme ça se passe dans chaque rapport amoureux, c'est qu'à un moment donné, il y a fêlure, il y a brisure. Et ça, c'est aussi une des manières dont il pense la dimension corporelle de l'existence. Bon, je voulais juste apporter ces compléments parce que c'est important, parce que c'est des pages absolument captivantes et prenantes. Bon, maintenant, par rapport à ce que tu as lu et ce que tu as dit sur le transcendantal, et tu m'as demandé dans le tout premier temps comment j'en suis venu à Deleuze. Vraiment, très tôt, dans les premiers articles, les premiers textes que j'ai écrits, j'étais déjà marqué par cette critique deleuzienne de la phénoménologie, ce reproche de redoublement stérile.
Je me rappelle, à l'époque, je faisais mes études à Paris et je baignais dans le milieu phénoménologique parisien, Marion, Barbaras, etc. Tout ça, ça faisait partie d'un monde où tout allait de soi. Le cadre phénoménologique, c'était le cadre de la vérité et c'était pas questionné, c'était même pas questionnable. Et je me suis retrouvé en Bulgarie, à l'université, et là, les gens me disaient, mais la constitution phénoménologique, qu'est-ce que c'est? C'est un simple redoublement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en même temps, je me suis dit, oh, il faut vraiment... Parce que je faisais une thèse sur le temps chez Husserl, et on me disait, mais il y a le temps, et puis ce que tu racontes là, la rétentionnalité, c'est simplement la même chose, mais transférée sur le plan de mon vécu conscientiel. Qu'est-ce que ça apporte pour expliquer le temps? Et c'est à ce moment-là que je découvrais ce texte de Deleuze qui racontait un peu la même chose. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là, il faut rétorquer. Si on veut continuer avec la phénoménologie, il faut avoir un contre-argument. Bon, et ça m'a, depuis, en fait, ça m'a toujours accompagné. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout bien compris la logique du sens. J'avais juste vu que le problème était soulevé, mais ce que Deleuze avait apporté comme réponse, je n'avais absolument pas compris. Et puis, c'est vrai que depuis des années, presque dans ma vie privée, Deleuze m'accompagne. J'écoute les cours tout le temps. Et je suis absolument... On fait tout ça. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais moi, je martyrise mes enfants dans la voiture avec eux. Non, ça, ma fille peut attester. Mais après, c'est Ishtan. C'est Ishtan qui a dit il faudrait que tu fasses un séminaire sur la logique du sens. Et bon, tout ça, c'est des futilités, des contingences de la vie, mais on répond à la question. Maintenant, par rapport à ce que tu as lu, et le rapport à Leibniz, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que ça soit un exemple, ce monde, cette possibilité, cette potentialité originaire pour caractériser le champ transcendantal. En revanche, ce qui est développé par la suite, c'est-à-dire toute la théorie de l'individuation, je pense que Deleuze s'en sert pour justement rendre compte de son problème, à savoir comment rendre compte de la corporéité à partir du sens, c'est-à-dire comme aussi de l'individualité. Et il utilise toute la machinerie leibnizienne pour répondre à ce problème. Ce n'est pas une réponse deleuzienne, propre, personnelle, et d'ailleurs c'est peut-être un des passages les moins convaincants de logique du sens, parce qu'on a l'impression qu'il importe un grand élément doctrinal là, pour remplir une case, hein, mais ça n'a pas la force des pages sur Artaud ou sur Fitzgerald ou même sa critique de Husserl frontale, elle est magnifique. De même les pages sur toute la jeunesse dynamique, sur la psychanalyse. Là, on sent un engagement. Juste sur ce point, je pense que ce qui l'intéresse chez Leibniz, regarde, les mondes incompossibles deviennent les variantes d'une même histoire. Sextus, par exemple, entend l'oracle, ou bien, comme dit Borges, Fang détient un secret, un inconnu frappe à sa porte, il y a plusieurs dénouements possibles. Fang peut tuer l'intrus peut tuer Fang, tous deux peuvent réchapper, tous deux peuvent mourir, tous les dénouements se produisent, chacun est le point de départ de bifurcation. Donc je pense quand même qu'il y a une présence de... Enfin, Leibniz est un modèle quand même pour Deleuze, pour saisir ce qui se passe de bifurcation, de présence d'un autre monde dans ce monde-là, puisque voilà, Dieu a dû penser tous les mondes possibles pour avoir ce monde-là, et donc tous les compossibles sont présents, et donc ils sont dans chaque action, ils sont entourés virtuellement, et l'idée de surface, c'est justement qu'il n'y a plus, en quelque sorte, j'exagère peut-être un peu, mais c'est plus la différence entre virtuel et réel qui est en jeu, c'est plus puisque le possible est tout aussi réel d'une certaine manière, puisqu'il est là pour orienter les bifurcations, etc. Tu vois. Non, et ça serait transcendantal, justement. Oui. En restant dans le transcendantal, mais après vous me dites combien de temps on a. Temps dispose. On peut ouvrir la discussion ensuite après cette question comme ça. Ouais. Parce qu'il y a une dernière question, disons pour revenir
à ton geste de lecture. Il y a un geste que tu refais avec Deleuze, mais que tu as développé ailleurs, c'est de penser en matrice. Ailleurs, tu appelles ça matrice transcendantale, ou matrice générative du sens faisant. Et ici, tu réemploies cette pensée en matrice. Et justement, tu vas soutenir la thèse que la matrice finale dans Logique du sens, c'est le fantasme. Et en fait, c'est une double question que je veux te poser. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une matrice dans ce sens-là? Et donc, comment le fantasme serait une matrice dans ce sens précis? Merci. Oui, alors, ce qui caractérise la nouvelle phénoménologie, la deuxième phénoménologie, c'est la découverte de la pré-phénoménalité, c'est-à-dire d'un ordre de la phénoménalisation qui est à même les phénomènes, mais qui n'est pas directement descriptible, directement visible. Et il a été très tôt introduit par Husserl, bien qu'il s'agissait de rendre compte du fait que quand on veut comprendre comment on peut avoir conscience du temps, nous avons le temps objectif, nous le mettons entre parenthèses, nous l'expliquons par une sorte de temporalité subjective qui est l'intentionnalité spécifique de la rétention, etc. Et puis il pose la question, mais en fait, comment se constitue la temporalité même de cette temporalité subjective? Est-ce qu'elle est à nouveau subjective? Oui. Danger de la régression à l'infini. Est-ce que c'est objectif? Ce serait circulaire parce que le temps objectif a précisément été mis entre parenthèses pour qu'on en rende compte. Bon. Et il dit donc il faut passer à un ordre qu'il appelle la temporalité pré-phénoménale. Donc cette pré-phénoménalité est introduite plutôt comme... Enfin, elle est présentée comme solution, mais quand on y creuse, on se rend compte que c'est plutôt le nom pour un problème que la solution. Et ce que j'ai constaté d'abord, c'est purement factuel d'une certaine façon, c'est que ce soit Derrida avec le pharmacone, ou l'écriture, ou même la différence. Il y a dans le célèbre premier chapitre de la dissémination, donc la pharmacie de Platon, il y a à la fin un descriptif de la façon dont la différence est productrice de sens, du phénomène. Et c'est une matrice, on peut le montrer. Qu'est-ce que ça veut dire, matrice? Oui, il y a la même chose chez Richir, qui dans ses premiers écrits dit il faut faire sortir la matrice transcendantale. Michel-Henry parle à son tour de matrice, et puis justement chez Deleuze il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'une matrice? La matrice, c'est d'une certaine façon, comme je prends un exemple de l'histoire de la philosophie pour l'illustrer. La matrice, c'est comme une sorte de transposé phénoménologique de ce qui fait le noyau de la méthode dialectique chez Hegel. Quand il dit, dans plusieurs endroits, par exemple au début de la logique, mais aussi dans les addendas, dans les additions de l'encyclopédie, qu'il y a une sorte de moteur, de movens du déploiement dialectique qui est constitué de trois moments. Le moment qui pose de l'entendement, le moment négativement rationnel, c'est-à-dire le moment de la dialectique ou le moment de l'anéantissement, et puis un troisième moment, la synthèse, le moment positivement rationnel. Et ça, quand on regarde Hegel, c'est ce principe-là, cette chose-là qui est partout à l'œuvre dans toute sa philosophie. Ou c'est chez le Fichte moyen et tardif, la doctrine de l'image, c'est pareil, c'est aussi une sorte de noyau constitutif, constitué par plusieurs moments qui
meuvent ou qui sous-tendent tout le déploiement de la doctrine de la science. Et donc, ce que j'ai constaté, simplement d'abord en lisant les textes, c'est que nous retrouvons quelque chose comme une sorte de... Alors la matrice, ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une sorte de fondement stable et fixe comme dans la philosophie classique allemande. C'est en mouvement, c'est dynamique, et ce n'est pas, c'est mobilisé pour en fin de compte expliquer à quoi se rattache ultimement le sens faisant chez tous ces auteurs. Et ça, c'est un point commun de ce que j'appelle les nouveaux phénoménologues. Et chez Michel Henry, il appelle ça, dans la généalogie de la psychanalyse, il appelle ça je crois qu'il dit quelque chose comme très transcendantaux de l'affectivité ou quelque chose comme ça. Donc, ça aussi, il nomme ça la matrice. Bon, et donc, j'en fais un petit peu la théorie. Chez tout le monde, c'est plus ou moins un concept opératoire, comme dirait Fichte. C'est pas thématisé, c'est pas réfléchi. Et dans la perspective d'une phénoménologie refondue, qui se désubjectivise, qui subjectivise d'une certaine façon, il reste quand même une sorte de movens fondamentale, et c'est ça la matrice. Donc le fantasme comme matrice. Oui, et le fantasme, dans la 31e série, je crois, il fait comme Derrida dans le Pharmacon, il le décrit. Il décrit le fantasme comme cette structure ultime de la constitution du sens. Et descriptif. Mais c'est une matrice qui est à même le sens. C'est ça qui t'intéresse aussi dans le rapport à Richir, c'est que c'est une matrice qui se fait c'est ce qui est sous-jacent au sens. Oui. Et justement, mais ça c'est les derniers mots avant la salle, mais c'est quand même important parce que c'est un jour où tu consacres des pages à ce phénomène qui est celui de l'alcoolique. Et de ce point de vue, on ne peut pas s'empêcher de te donner raison. Les descriptions qu'il fait de l'alcoolique, enfin je veux dire, elles ont quelque chose ils ont une patte phénoménologique quand même. Il y a dans ce cas qui est beaucoup plus qu'un exemple, c'est vraiment c'est une incarnation. Il y a du vécu. Ça, je sais pas. C'est ce que Deleuze dit dans l'abécédaire, il y a la fameuse entrée sur l'antépénultième, c'est ça. L'alcoolique, c'est celui qui va jusqu'à l'avant-dernier vers. Bon, j'ai plus exactement en tête ce célébrissime passage, mais justement l'alcoolisme pour Deleuze, c'est un effet de surface. Et c'est une situation de surface. Il dit l'alcoolisme n'apparaît pas comme recherche d'un plaisir, mais d'un effet. Donc l'alcoolique cherche un effet. Et cet effet consiste en ceci, une extraordinaire induration du présent. On vit dans deux temps à la fois. Il y a toujours cette destruction de la linéarité. Voilà, chez Deleuze, tu le dis souvent dans ton livre, on détruit toute linéarité temporelle, on détruit toute téléologie. Le monde ne se donne pas, il utilise tous le vocabulaire de la donation, ne se donne pas de façon linéaire, téléologique, d'un point A à un point B. C'est des allées et venues constantes. On vit deux moments à la fois, mais pas du tout à la manière proustienne. L'autre moment peut renvoyer à des projets autant qu'à des souvenirs de la vie sobre. Il n'en existe pas moins d'une toute autre façon, profondément modifiée. En ce centre mou de l'autre moment, l'alcoolique peut s'identifier aux objets de son amour, de son horreur, de sa compassion, tandis que la dureté vécue et voulue du moment présent lui permet de tenir à distance la réalité. L'alcoolique n'aime pas moins cette rigidité qui le gagne que la douceur qui l'entoure et recèle. Un des moments est dans l'autre, et le présent ne s'est endurci, tétanisé, que pour investir ce point de mollesse prête à crever. Les deux moments simultanés se composent étrangement,
l'alcoolique ne vit rien à l'imparfait ou au futur, il n'a qu'un passé composé. Alors c'est toute la réflexion sur le langage que tu mets au cœur de ton livre aussi. Le passé composé, c'est il a bu, l'alcoolique a bu, parce que quand on est alcoolique, on a toujours bu. Donc quand on boit, on se réfère au fait qu'on a bu, et a bu, le a est présent d'une certaine manière. Et donc dans le passé composé, il y a un composé du présent, le a, et du passé avec la forme participiale bu. Et donc là, dans la langue, d'une certaine manière, le phénomène apparaît. Apparaît. Alors, il rapporte ça aussi à des formes de manie. Mais voilà, ce qui donne à l'alcoolisme une valeur exemplaire pourtant, écrit-il page 187, parmi tous ces événements du même type, c'est que l'alcool est à la fois l'amour et la perte d'amour, l'argent et la perte d'argent, le pays natal et sa perte. Il est à la fois l'objet, la perte d'objet, et tu le cites, c'est un texte que tu cites. Il est à la fois l'objet, la perte d'objet et la loi de cette perte dans un processus concerté de démolition. Et donc là, on a aussi une phénoménalisation, en quelque sorte, d'un effet de surface. Et là, je pense que ça va dans ton sens, en fait, d'une certaine manière. On ne peut pas s'empêcher, même si Deleuze est aux prises avec Husserl, il est aux prises avec Merleau-Ponty, mais on ne peut pas s'empêcher de voir là une description, sinon phénoménologique, du moins une description d'un phénomène qui manifeste la thèse fondamentale de logique du sens. Oui, ça touche à un aspect dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très très important parce que c'est omniprésent dans le livre. C'est une réflexion sur le temps. Et cette réflexion, elle est vraiment complètement la reprise de Bergson. Dans Matière et Mémoire, l'idée que nous vivons en fait simultanément dans deux temporalités. Il n'y a que le présent. Le seul temps qui existe, c'est le présent, à chaque fois maintenant. Mais en même temps, nous sommes aussi dans la mémoire, c'est-à-dire dans le langage logique du sens, nous sommes dans un enchevêtrement du passé et du futur qui n'existe pas, mais qui insiste ou subsiste. Le premier étant le temps du chronos, le deuxième le temps de l'aion. Et tous les moments, disons, de couronnement sont ceux où il y a une rencontre entre ces deux. Parce que la plupart du temps, on est soit dans dans les cas décrits, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais il y a certains cas où on est dans les deux, et l'alcoolique est une des manifestations. Dans la discussion, s'il y a des questions. Je ne suis pas forcément en structure philosophique, il y a beaucoup de très bons philosophes ici. Mais ce qui me revient, c'est un auteur qui s'appelle Léopold Sondy. Je ne sais pas si vous l'avez connu. C'est un type très étrange. Et je ne sais pas si c'est un philosophe ou un psychologue ou un romancier, etc. Il avait construit un système et il y avait 4 piliers. Je ne me rappelle pas des 4 piliers qu'il appelait des pulsions. Et il avait une des pulsions singulièrement constitutive de la psychologie, c'est la pulsion de surprise. Je me posais la question avec vous sur l'événement et la surprise. Ça, c'est la première chose qui me revient. Et la deuxième chose, c'était une poésie de la relation amoureuse. Avec toi, c'est toujours la première fois. Et c'est la question du renouvellement et de la faille. Voilà, c'était un peu ces deux questions que je voulais vous poser par rapport à ce que vous avez dit. Alors je ne sais pas si ça résonne exactement, mais c'est ça qui m'est revenu de la profondeur. Voilà. Merci. Oui, sur le deuxième point, je n'ai rien à rajouter. Cette faille, elle est évidemment à chaque fois dans un rapport précis, et quand il y a un nouveau rapport, il y a d'abord le renouvellement, comme vous dites, c'est la première fois, et après il y a à nouveau la faille. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est le renouvellement. Ça veut dire que si une relation amoureuse peut se prolonger, il faut que ce soit toujours la première fois. Et c'est une question, même dans le christianisme, est-ce que Jésus a été crucifié une fois pour toutes, ou c'est quelque chose qui est toujours présent, si vous voulez. C'est cette question-là. C'est une vue assez optimiste. C'est la thématique de l'éternel retour chez Deleuze, enfin l'éternel retour nietzschéen,
lu par Deleuze, Ouais. Mais ça aboutit toujours à l'effondrement. mais qui aboutit à l'effondrement, puisque ce que les Je veux termes... dire, quand il y a fêlure, c'est foutu. Ouais, c'est terrible. Mais c'est très profond, parce que quand on y pense. Et le premier point, l'événement à la surprise. Ouais. Mais l'idée, c'était un peu de dire que l'événement deleuzien, ça se distingue de cette acception de l'événement comme accueil de la surprise, parce que, justement, pour des raisons de rapport au temps. Ce qui distingue le plus fondamentalement, je pense, l'acception deleuzienne de l'événement, de celle d'événement comme comme phénomène de inanticipabilité, c'est que dans les philosophies de l'événement, les philosophies françaises de l'événement, cette idée de surprise et d'inanticipabilité, ça tient toujours au présent. Il y a quelque chose d'être inanticipable par rapport au présent. Et on n'évacue pas le présent. Tandis que pour Deleuze, le véritable temps, le temps intéressant, c'est celui qui n'est pas présent. C'est celui qui est dans ce va-et-vient, Alice qui grandit et rapetisse à la fois. Et ça fait la différence entre ces deux acceptions de l'événement. Il y a l'essai de Nathalie Deprat sur la surprise, qui va tout à fait dans votre sens. Où elle essaye de... Je crois que tu dialogues pas mal avec elle, et elle a une pensée de la surprise qui sort complètement de tout horizon de sens. La surprise, c'est même pas que ça doit être inanticipable au dernier degré, ça doit même pas être une surprise contextuelle. Enfin, si j'ai bien compris son travail. Donc voilà, ça s'appelle la surprise. Moi j'ai deux questions. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je parle du livre, donc c'est une question un peu externe aussi qui se base sur vos questions. Sur la question de la désubjectivation du transcendantal, notamment, je vais vous demander comment vous rapportez aussi aux autres textes deleuziens, parce que si j'ai bien compris, le jeu de sens c'est central, vous commentez directement le jeu de sens, mais Deleuze parle aussi des transcendantales de manière un peu difficile à mon avis à gérer avec ce qu'il dit dans le jeu de sens, notamment le troisième chapitre de différence et répétition. Il assimile les transcendantales aux transcendantales kantiennes, donc transcendantales de Husserlien, transcendantales kantiennes comme des mauvais modèles de transcendantales de laquelle il y a un décalque, ou transcendantales, et tout ça. Après, le jeu de sens, et là on voit une ouverture différente parce que vraiment, les partages entre transcendantales et personnelles et prépersonnelles, donc c'est déjà plus intéressant, c'est la vision de Husserl. Et c'est quelque chose qui demeure toujours chez Deleuze de manière un peu différente jusqu'à son dernier texte, maintenant son vie. Et là aussi, il parle des champs transcendantales, donc je me demande comment vous rapportez aussi au reste de corpus deleuzienne, parce qu'il nous semble avoir des variations, toujours son corpus, une variation infinie sur toujours le même sujet, et donc comment vous rapportez aussi au texte dans lequel sa vision de transcendantale husserlienne ne me semble pas aussi autant claire que dans le jeu de sens. C'est la première question, et qui porte c'est toujours la même sur la désubjectivation de transcendantale de ça. La deuxième, c'est une question plus personnelle, parce que vous avez parlé aussi de vos rapports avec Deleuze à l'avance, et vous avez déjà traité Deleuze dans un texte de 2004, c'était Immanence et Prémanence, la genèse de l'apparaître. C'était un chapitre dans lequel la thèse, je l'ai parlé récemment, donc peut-être que je me trompe, vous me semblez moins enthousiaste par rapport à la possibilité de rapprochement entre la phénoménologie et Deleuze. Il m'a semblé proposer la possibilité de rencontre, mais finalement votre thèse était plutôt négative. Par dire, oui, ce sont des auteurs qui ont travaillé sur des sujets comparables, plus ou moins, mais ce sont des auteurs qui ont appris à voir. Et je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre temps, comment, si vous reconnaissez toujours ce que vous avez pris dans votre texte il y a longtemps, et qu'est-ce que vous en pensez. Ça n'arrive pas rarement qu'avec l'âge avançant, on regarde rétrospectivement ses premières publications avec un peu de regret, ou on aimerait renier des choses. Oui. Ce que vous dites est parfaitement juste. Il y a un ton polémique et ça n'a rien à voir avec la position que j'ai aujourd'hui par rapport à ça.
Mais ce qui s'est passé, c'est juste, j'ai mieux compris, je pense. Enfin, autrement compris qu'au début. Au début, j'avais mal compris les choses, donc on peut rayer ça de la liste. C'est et à la première question, oui, il y a quelque chose de très intéressant chez Deleuze, parce que d'une part, chaque livre chez Deleuze est un renouvellement, mais disons est un nouveau commencement. Deleuze s'autocycle pratiquement jamais, et pour des raisons aussi, pas seulement de modestie, mais surtout parce qu'il considère qu'avec un nouveau livre, il y a un nouvel univers qui est d'une certaine façon entamé. Et c'est pour ça que, assez bizarrement, des ouvrages contemporains comme Différence et répétition et Logique du sens ont des perspectives qui divergent. En même temps, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il n'y a pas des idées qu'on retrouve. On peut donner de très nombreux exemples d'idées qui apparaissent déjà aussi, par exemple, entre des ouvrages qui sont vraiment historiques, sur Bergson, pas Kant tellement, mais Bergson, évidemment, Spinoza, Nietzsche. Il y a des idées qui ensuite se retrouvent de façon camouflée ou un peu métamorphosée dans d'autres ouvrages. Donc il n'y a pas que nouveau commencement, mais il y a aussi des reprises. Et c'est la même chose pour Différence et répétition et Logique du sens. Il y a des différences, mais aussi des points de contact importants. Mais il n'empêche que Logique du sens reste un petit peu un ouvrage un peu à part. Et ce titre-là, Deleuze phénoménologue, comme je disais tout à l'heure, il est provocateur à différents égards, et notamment aussi par rapport au fait que ça n'a pas de sens de dire que tout Deleuze est un phénoménologue. Mais c'est vraiment pour Logique du sens. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce commentaire linéaire est tellement conservé, c'est que c'est un ouvrage à part. Donc, Deleuze phénoménologue, oui, mais notamment dans Logique du sens. J'ai peut-être une remarque. C'est pas tellement une question, mais plutôt une interrogation et une ouverture pour faire des ponts. L'idée d'un transcendantal sans sujet, et même l'idée d'une matrice, indépendamment du corpus phénoménologique et des auteurs auxquels on fait référence, me semble presque comme telle avoir été pensée à la fois par Kristeva, dans un cadre qui n'est pas celui ni de la phénoménologie, ni strictement celui de la psychanalyse, à travers le concept de chora sémiotique, qui est... Dans quel ouvrage ? Oui, dans La Révolution du langage poétique, qui est sa seconde thèse d'état, où elle fait toute une analyse du sémiotique par différence avec le symbolique, et elle prend le concept en dialogue avec Derrida, et notamment le commentaire que Derrida fait de la chora chez Platon, et elle essaie de penser justement un ordre pré-symbolique et pré-oedipien qui serait à l'origine même de tout sens possible, et qui serait une forme d'indistinction mobile, un réceptacle mobile, pulsionnel et originaire. Cette élaboration, elle est parallèle à une autre élaboration. Elle ne fait pas, elle, de lien, mais en même temps, elle suivait les séminaires de Lacan, où Lacan réforme sa position structuraliste, disons, de l'inconscient langage fondé sur une science positive, qui est la linguistique, à partir de la langue. Et voilà. Et je pense que ce soit la langue ou la chora sémiotique, il y a effectivement là quelque chose pour donner matérialité à la matrice, ou au transcendantal, et du côté, disons, du phonématique joui par un corps, qui donne lieu à la vie, en fait, et à la vie d'une singularité, mais par le truchement d'un fantasme. C'est-à-dire comment va se nouer va se nouer à la fois la dimension de pure jouissance du corps et de la signifiance non déterminée par la structure grammaticale, mais plutôt par la phonématique et la dimension musicale du langage, et comment cette corrélation-là, cette coalescence, dit Lacan, va faire émerger la réalité. Et la réalité fantasmatique, pour chacun, pris un par un. Que Lacan résume par la phrase « es barré point son petit as », c'est-à-dire comment chacun fait avec
la perte originaire produite par l'avènement d'une jouissance et du langage. Et donc voilà, j'ai le sentiment qu'au fond, là il y a un impensé dans la pensée du XXe siècle, et même pour aujourd'hui, nous, penser l'affaire, de ces liens. Voilà. Donc c'est une remarque, quoi. Un grand merci. C'est très intéressant. C'est des références que... Lacan un peu, mais Kristeva, je veux dire, je ne connais pas bien. Donc, oui, mais c'est contemporain. Tout à fait. Et elle utilise ça, c'est pas pour rien. Elle, en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que elle fait en 72 ou 13, à l'occasion du colloque de Cerisy que tel quel organise autour d'Artaud et Bataille, elle fait un texte qui s'appelle Le sujet en procès, qui est disponible aux éditions Compagnie, dans le Artaud juste au-dessus là-bas, qu'on a réédité. Et en fait, ce texte-là, ensuite elle le republie dans Polylogue, aussi disponible aux éditions. Et en fait, elle parle de sujet en procès, et elle fait toute l'analyse de comment Artaud est au fond l'attestation de la chora sémiotique et de la pulsionalité à l'origine et sous-jacente. Et au fond, Artaud, c'est l'attestation du transcendantal sans sujet, puisque précisément sa subjectivité est morcelée. Mais ça ne veut pas dire que chez le névrosé, il n'y a pas ça aussi. Et chez nous tous, en fait. Et comment justement il y a un combat entre la dimension fantasmatique et rabougrie du symbolique et la singularité qui émerge et qui demeure dans cette pulsionalité originelle. Et il reste peut-être une question du coup qui serait quelle articulation tu proposes entre la singularité ou la singularisation et le fantasme. Comment tu penses la relation entre les deux? C'est une question pour moi aussi. Je n'ai pas encore vraiment de réponse. Tu veux dire la singularité de la personne? Oui. C'est un peu un point dans l'angle mort de logique du sens, cette question, même si c'est abordé à plusieurs reprises. Mais je réfléchisse beaucoup. Mais la signification du petit passage sur la chora dans le Timée de Platon, pour toute cette pensée-là des années 60, qu'elle soit phénoménologique ou pas, est cruciale. Et c'est un si beau texte. La chora de Platon, franchement, ça fait partie de ce qu'il y a de plus beau dans la philosophie occidentale. Il y a un livre d'un historien de la philosophie croate qui s'appelle Damir Barbaric, qui a écrit un petit livre sur la chora de Platon. C'est un Allemand. C'est vraiment un des plus beaux livres sur Platon qui existe. Mais c'est intéressant ce que tu as dit. Avec Ivan, on travaille beaucoup sur une tradition allemande qui a suivi Kant et qui a désubjectivé complètement les conditions de possibilité de l'apparaître. Et chez Schelling notamment, on a des choses. Alors Deleuze cite Schelling à au moins un endroit de logique du sens à propos du chaos. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre, à propos du chaos, à propos du fond obscur. Et ce qui est très intéressant chez Schelling, qui est donc un post-kantien, c'est quelqu'un qui écrit juste, enfin, quand Kant est encore vivant, et après, c'est qu'il va penser les conditions de l'expérience, les conditions de l'être, les conditions de la connaissance, les conditions de tout rapport humain connaissant aux choses. Il va les penser dans des champs de potentialisation, justement, comme Deleuze d'une certaine manière. Alors il ne faut pas faire des liens comme ça, mais dans des champs de potentialisation, et l'un de ces champs de potentialisation, c'est la lumière, qui est l'une des puissances de la nature. Et ce champ de potentialisation de la lumière, c'est le transcendantal kantien, mais il n'a rien à voir avec un sujet. C'est une nature anonyme qui déploie de l'intelligibilité. D'une certaine manière, pour Schelling, la nature, elle a déjà les principes de l'intelligibilité en elle, avant même le sujet, avant même l'humain. Donc quand l'humain intervient, il a une intelligibilité qui ne provient pas de lui-même, mais qui se répand déjà dans le monde. Et ce qui me fait penser à ça, mais ça a été étudié, c'est que cette conception-là a exigé, pour des raisons très compliquées, que Schelling pense à un inconscient, qui pense à un refoulé, mais qui pense à un fond obscur,
un niveau fantasmagorique, tourmenté, très très angoissé, à la fois dans la nature et dans l'homme et en Dieu. Puisque Dieu aussi a ce fond de tourment névrotique, on dirait ça, on dirait peut-être les choses comme ça aujourd'hui, ce fond de tourment, d'angoisse en lui qui ne contrôle pas. Et donc cette désubjectivation en fait a des conséquences quasi psychanalytiques. J'ai le sentiment que l'enjeu aussi, peut-être postmoderne, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est précisément, certes, de penser un transcendantalisme sans sujet, mais qui ne soit pas une naturalisation du transcendantal. Oui. C'est de l'intelligibilité, c'est pas du matérialisme, c'est pas du naturalisme. Non, parce que le référent à un grand objet sous-jacent qui aurait cette puissance de constitution, ce qu'on voit d'ailleurs chez certaines phénoménologies très actuelles, au fond, c'est une manière de nier la singularité dans sa dimension, dans sa puissance. La singularité humaine ou oui. Ah oui, bien sûr. Effectivement. Mais enfin, donc moi j'ai le sentiment que, en tout cas, ce que me fait voir le texte de Deleuze phénoménologue et au fond les auteurs de cette tradition, c'est la puissance d'un transcendantal non naturel et pour autant sans sujet, donc non subjectiviste et non naturaliste. Alors c'est un vaste programme. Et je pense qu'une pensée telle ne peut pas se faire sans le corps, sans le langage et sans l'inconscient. Et que c'est vraiment à la croisée des chemins de ça que doit pouvoir se penser une telle affaire. Alors la question c'est quelle matérialité pour un tel transcendantal. C'est l'enjeu, mais c'est l'enjeu actuel, quoi. Je veux dire, Mais nature, ça ne veut pas dire matériel au sens trivial. Non, j'entends. Mais c'est une manière de référer à un grand objet ou un grand sujet. Il te sent très bien que tu fricotes trop avec le réalisme. Il a très bien ça. Au contraire, c'est pas du tout du réalisme. Enfin, je pense que d'ailleurs c'est un mot qui n'a pas beaucoup de sens. Le réalisme, c'est pas du réalisme. C'est que le réel, et même en fait, c'est une idée toute simple, c'est que penser qu'il y a un réel qui serait là, qui nous frapperait, ça n'a à peu près aucun sens, parce que le réel qui nous entoure, on l'a fabriqué déjà. On a fabriqué ce réel, on le vit de telle manière qu'il est déjà fabriqué, il est économisé. Donc ce réel-là, déjà, ça n'a à peu près aucun sens de dire qu'il existe indépendamment de nous. Même du strict point de vue, d'un strict point de vue matérialiste, ça n'a à peu près aucun sens. Et après, penser la nature en termes de synthèse, penser la nature en termes de champ de potentialité, c'est précisément le contraire d'un matérialisme naïf ou... Enfin, bon, ce dont tu m'accuses. Non, mais je mais en fait, c'est pas du tout dans Alexander. C'est en fait, je pense que la grandeur de Deleuze, c'est de nous sortir complètement de l'attitude naturelle, de l'attitude naïve, en fait. De se dire, le réel, c'est indépendamment de moi. Moi, j'interprète le réel, mais c'est pas le réel, etc. On sort complètement de ces cadres-là. On sort de la téléologie, on sort de la linéarité, on sort de toutes sortes de naïveté qu'on a dans nos représentations de cette manière. C'est une destruction de la représentation. C'est une destruction complète de la représentation. Ce qu'on a avec Deleuze, c'est quand même c'est des séries, c'est des différences, des différences qui se posent comme différences. Tu as tout un développement dans ton livre là-dessus, dans un débat avec Hegel. C'est de la différence qui se différencie, qui se pose comme différence. Voilà, c'est une destruction quand même de tout ce qu'on... Enfin voilà, de la signification habituelle. Donc non, c'est nature, dans ces traditions-là, c'est pas du tout... c'est pas un naturalisme du tout. Mais oui, il faut se débarrasser du sujet, oui, il faut se débarrasser... La mort de l'homme de Foucault, je pense que c'est assez en jeu dans le logique du sens, je sais pas. Le problème, c'est je pense que c'est assez en jeu, la mort de l'homme. Le risque, on va peut-être conclure, mais le risque, c'est de ce truc de la mort de l'homme, même Lévi-Strauss, non pas analyser l'humain mais le dissoudre, etc. C'est qu'ils confondent le sujet et l'humain, et je pense que Grégory serait d'accord avec moi là, c'est que désubjectiver ne veut pas dire déshumaniser, et que bon, l'enjeu, peut-être que justement la réponse à la matérialité du transcendantal en question, ce serait un humain qui n'est pas le sujet, ou disons un champ de l'humain qui n'est pas le sujet. Mais c'est un humain qui peut mourir. Chez Deleuze, il y a toute la thématique de la mort aussi, qui est fondamentale. Sans doute.
Et un humain mort devient une autre singularité. Enfin bref. Bien. Bah, merci à vous trois et merci à vous tous d'être venus. Le livre sera disponible dans très peu de temps, le temps que l'imprimeur l'achemine. Vous pouvez le précommander et soit venir le chercher ici, soit nous vous le livrerons. Il y a également un autre livre d'Alexander qui est disponible pour le coup, Les sombres reflets du temps. Et nous recevons Julia Kristeva accessoirement, qui devrait parler de Julia Kristeva samedi. C'est un peu tendu, donc si vous voulez une place, ça se négocie, mais voilà, il y a quand même beaucoup de monde. Et c'est tout, il y a des choses. N'hésitez pas à venir vers moi pour les précommandes ou pour tout autre achat ou questions sur la salle Panther aussi. Merci encore. Merci.